Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre dans notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Et cette fois-ci, c'est pour parler de la fabrication humaine dont l'objectif est de faire en sorte que l'intelligence artificielle, que l'usage de l'intelligence artificielle soit maîtrisé dans le secteur culturel. Et pour en savoir davantage sur la fabrication humaine, j'ai aujourd'hui exceptionnellement non pas un, mais deux invités. Marie-Christine Delpech, qui est coprésidente et qui est particulièrement active sur ces réseaux à propos du collectif, et Pascal Schintz, qui est l'autre coprésident, vous aurez compris qu'il y en a deux, qui est à la fois auteur, réalisateur et qui a publié plusieurs bandes dessinées et qui a inventé le label pour sa bande dessinée Bunkerville, dont il nous dira un peu plus tout à l'heure et qui travaille sur un projet de long métrage. Alors, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, commencer par vous présenter et, dans votre présentation de vous-même, dire comment vous êtes arrivé à vous retrouver autour de cette initiative. Donc, si vous voulez bien. Bonjour Philippe Meyer, merci beaucoup de nous inviter dans votre émission. Donc, Marie-Christine Delpech, j'ai commencé ma carrière comme avocate, je suis haut fonctionnaire actuellement et je me suis impliquée dans fabrication humaine tout simplement en tant que, alors le terme est peut-être un peu laid, en tant que consommatrice de produits culturels, en tant qu'auditrice, lectrice, parce que je ressentais le besoin de savoir si ce que je regardais, je lisais, les livres que j'achète à mes enfants sont écrits par un vrai humain ou par une IA. Et ça fait une différence pour moi. Et c'est la raison qui m'a amenée à m'impliquer. Alors, vous aviez donc découvert des livres, par exemple, ou des produits culturels, comme vous venez de dire, qui étaient fabriqués par l'intelligence artificielle. Et quelles caractéristiques vous ont-ils paru posséder ? Alors, c'est à la faveur des achats sur des grandes plateformes en ligne où il m'arrivait d'acheter des guides touristiques sans queue ni tête. Et là, on a un vrai doute. Et en creusant la question, on se rend compte que la fameuse grande plateforme d'achat en ligne a limité les dépôts de ces livres à 10 livres par jour, par auteur, parce qu'elle a été envahie de livres écrits par l'IA. Et c'est petit à petit, en déroulant cette pelote, que j'ai pris conscience du risque, et du risque qui grandit chaque jour un peu plus, puisque l'IA prend des places grandissantes dans nos vies. Donc, ça a été le moteur de mon engagement. Pascal Schintz, à votre tour. Bonjour et merci aussi Philippe Meyer de nous inviter sur votre podcast. Eh bien moi je suis à Paris depuis de nombreuses années, en France plutôt, à Paris aussi, mais en fait je suis québécois. Je sais pas si ça se perçoit un peu dans ma manière de parler. Un petit peu d'accent, mais je le force pas trop parce que j'en ai jamais eu beaucoup. Mes parents étant français, immigrés au Québec dans les années 60. J'ai vécu dans une espèce de cocon comme ça. Et alors, je suis auteur-réalisateur, anciennement journaliste. Comment j'en suis arrivé à me retrouver avec Fabrication Humaine ? En fait, c'est un peu moi qui ai eu l'idée de départ. On était en 2023, j'allais publier cette BD dont vous avez parlé tout à l'heure, Bunkerville, en janvier 2024. Et il y avait quelques mois auparavant, était arrivé ChatGPT partout dans le monde. Ça avait été fulgurant d'ailleurs. Et j'ai commencé réellement à avoir des angoisses autour de l'intelligence artificielle. Je craignais notamment de me retrouver un jour dans une librairie face à un étalage d'ouvrages sans savoir s'ils avaient été écrits à l'aide d'une IA générative ou bien s'ils étaient d'origine humaine. Et là, ça s'est monté d'un cran au moment où j'allais moi-même publier. Donc, j'ai dit à mon éditeur, est-ce que tu peux j'ai bidouillé un petit label, est-ce que tu peux mettre ça sur qui est devenu le label de fabrication humaine, qui a été retravaillé par notre super artiste graphiste Pierre-Louis Bouvier, qui représente l'homme de Vitruve.
et sur lequel est indiqué fabrication humaine, histoire de dire, voilà, cet album, il a été écrit, il a été dessiné par des êtres humains, et on est fiers de le dire, on veut le revendiquer. D'accord, c'est toute chose égale par ailleurs l'équivalent de quand on dit que la viande est d'origine française, voilà, qu'on est assuré de la nature de la production de ce en l'occurrence les bandes dessinées ou de ce livre. C'est Fabrication humaine, c'est une association juridiquement parlant? Oui, c'est une association. Après la démarche initiale de Pascal, on a été un petit collectif à être intéressé. C'est parti des parents de l'école, tout simplement, parce qu'on se rencontrait au café après avoir déposé nos enfants. Le collectif s'est élargi de quelques personnes et on a réfléchi aux moyens de structurer au mieux notre démarche, la plus efficace, avec les moyens dont on disposait, c'est-à-dire aucun, et le temps libre dont nous disposons. Et on a décidé de créer cette association dont la base, le fondement, c'est une charte qui est sur notre site internet, fabricationhumaine.org, qui décrit ce dont on va parler, c'est-à-dire pourquoi fabrication humaine, dans quel état d'esprit on fait ça, et qui peut nous rejoindre gratuitement. Tout est citoyen, volontaire, bénévole, gratuit. Alors vous êtes 7, vous avez un bureau composé de 7 membres, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les 5 autres ? Tout à fait. Donc, Pascal et moi sommes coprésidents. Et le collectif auquel nous faisons partie est composé d'un docteur en IA, en intelligence artificielle, Jean-Patrice Glefkides. Ça existe, un docteur en intelligence artificielle? Oui. C'est déjà arrivé? On a déjà eu le temps de faire. Oui. Et c'est très important pour nous de l'avoir dans notre collectif parce que il faut aussi pouvoir parler à des gens de ce milieu-là, leur parler de termes techniques et sa présence nous donne un bagage théorique et une assurance aussi que nous n'aurions pas si on était simplement des gens intéressés par le sujet. Voilà. D'accord. Romain, vas-y. Non, je vais juste rebondir sur Jean-Patrice Glefkides, qui est au demeurant quelqu'un qui travaille avec les plus hautes instances de la gendarmerie sur toutes les histoires de deepfake et de pédocriminalité. C'est quelqu'un qui est vraiment à la pointe. Et ce qui est intéressant, au-delà de dire aussi qu'il nous permet de pas dire de bêtises, c'est qu'il nous donne aussi les dernières indications sur les évolutions de cette technologie, de ces technologies. Et surtout, il nous a aidé à bâtir le cadre de notre discours. C'est-à-dire qu'en fait, notre objectif ultime, donc qui est d'informer la population en identifiant des œuvres d'origine humaine, repose sur ce label, qui est normalement un label, c'est une manière d'identifier avec un cahier des charges et tout ça. Et bien nous, on n'a pas de cahier des charges. On n'a pas de cahier des charges parce que d'entrée de jeu, on a convenu qu'il était pratiquement impossible de faire la différence entre une œuvre d'origine humaine et un contenu synthétique généré par une IA générative. Et c'est de plus en plus le cas. Régulièrement, on a ces discussions avec lui pour être sûr de ne pas dire de bêtises, et qu'il est extrêmement compliqué de vouloir identifier une œuvre d'origine qu'on croirait humaine, mais qui en fait a été faite avec une IA générative, pour différentes raisons. Parce que qui tient techniquement, par exemple, à avoir le bon logiciel d'IA pour identifier un type de logiciel IA qui a été utilisé pour tel type d'œuvre. Et dès qu'on réussit à le faire, il y a une évolution dans le modèle, les choses bougent, ça bouge sans arrêt tout le temps, ça devient très compliqué. Il y a même des manières de fausser les pistes aussi, en utilisant plusieurs IA pour un même contenu. Donc d'entrée de jeu, on savait que la piste de l'usine à gaz qui constituait une façon d'analyser, de retrouver, de fliquer les œuvres pour être sûr qu'elles sont bien d'origine humaine, c'était pratiquement impossible. Donc on est parti sur une idée d'être déclaratif. Alors on va revenir là-dessus, mais finissons avec les autres membres de votre conseil. Notre secrétaire général est Xavier Bussy, qui est un musicien et qui actuellement réalise un spectacle avec Thomas Negaroff où il a la gentillesse de parler de notre label. Et lui, en tant que musicien, est très intéressé et vraiment inquiet de la progression de l'IA dans son métier. Autre membre de notre collectif, Christelle Biondi, qui est notre avocate, notre conseil, qui est une avocate en propriété intellectuelle, qui a son propre
propre cabinet d'avocats et qui, autant Jean-Patrice est notre jambe technique et IA, Christelle, elle, est notre jambe juridique, qui est incollable sur l'IA Act et les sujets de droit d'auteur qui sont peut-être pas le cœur de notre propos ici, mais qui sont toujours connexes à ces sujets-là quand on parle à des artistes. Et enfin, Pierre-Louis Bouvier, qui est illustrateur et qui publie une revue d'illustration également, très concerné par ces sujets. Il reste aussi Romain Daumont. Et oui. Qui est une personne qui est actuellement en train de mettre sur pied une plateforme de médecine alternative. Je le dis comme ça, c'est un peu... Je résume un peu rapidement, et qui est dans la web économie, en fait, qui est entrepreneur. Voilà. avec cette vision très concrète et à la fois très concernée par l'évolution de la sculpture, mais aussi concret et business, qui est aussi un très bon complément à tout notre collectif. D'accord, donc on voit la diversité des membres de votre bureau. Il n'y a pas que les membres du bureau, il y a des membres de l'association. Ils sont pas, grosso modo, vous êtes en êtes à combien là? On a à peu près 400 personnes qui ont signé notre charte et qui sont ou adhérents ou signataires de la charte, ce qui revient à peu près à la même chose. Et ceux qui sont intéressés, qui veulent adhérer, vont sur le site dont vous allez redire... fabricationhumaine.org et la marche à suivre est clairement explicitée. Bon, alors revenons à ce que, Pascal, vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes votre label, qui est l'homme de Vitruve, enfin, qui est représenté par l'homme de Vitruve, qui existe sous la forme, ça s'appelle plus des pins, ça s'appelle je ne sais plus quoi. Des badges. Donc, parce que Marie-Christine Delpech porte fièrement sur son revers de sa veste un badge avec l'homme de Vitruve et fabrication humaine. Pourquoi l'homme de Vitruve ? Alors ça a été tout un débat et c'est expliqué sur notre site. C'était pour nous la quintessence de l'humain. L'humain, qu'importe son genre, qu'importe sa couleur, de l'humanité. Et nous avons eu des débats avec justement Pierre-Louis Bouvier, qui est vraiment qui celui qui porte ces questions chez nous. Il y avait la question d'un logo figuratif ou non figuratif. Un logo non figuratif emportant moins de polémique, étant beaucoup plus consensuel. Mais on a décidé de créer quelque chose de revendiqué humain pour illustrer notre démarche. Alors, venons-en maintenant à ce qu'a amorcé d'expliquer Pascal tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que vous êtes un label déclaratif. Qu'est-ce que c'est qu'un label déclaratif ? C'est un label qui se prive de toute fonction, qui refuse, qui ne s'intéresse pas à des fonctions de contrôle. Vous parliez de flicage tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'il ne fait pas. Ce qu'il fait, c'est quoi ? C'est authentifier. Alors, déclaratif dans le sens où la personne, l'artiste, qui va vouloir labelliser son œuvre, va signer la charte et donc va déclarer sur l'honneur de avoir lu et respecté la charte qui est résumée très rapidement comme suit: ne pas utiliser d'IA générative dans le processus créatif. Alors attendez, comme il y a un certain nombre de gens qui sont venus tardivement à ces questions techniques, pourquoi IA générative ? C'est pas l'IA tout court, c'est l'IA générative. L'IA générative qui est différente de l'IA ordinaire qu'on connaît depuis des années, qui est utilisée en studio. On est dans un studio d'enregistrement ici. Les musiciens en studio utilisent l'IA depuis des dizaines d'années. On en a partout de l'IA. On en a dans nos téléphones, par exemple. Quand on prend une photo avec notre iPhone, la photo, elle est travaillée avec l'IA, même si on le sait pas. Donc, en fait, il y a cette IA. Et ensuite, il y a l'IA générative qui est arrivée en 2022 pour le grand public, qui est, elle, basée sur ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models, qui est les grands modèles de... je sais pas comment on dit, les grands modèles de calcul, de langage, pardon, et qui en fait, elle, est plus basée sur une analyse sur ce qui va être, ce que normalement devrait, par exemple sur l'écriture, c'est sur la lettre qui devrait apparaître après la première lettre, et le mot après le premier mot, etc. Une succession de choses logiques qui sont basées sur un apprentissage qui a été fait longuement avec énormément de données, de photos. Pour achever de le clarifier, on me dirait si j'ai raison, et en tout cas si j'ai compris, supposons que je doive faire un article sur
l'influence de la nuit polaire sur la mentalité des lapons, je peux soit m'adresser à l'intelligence artificielle en lui demandant de rassembler tout ce qu'il peut y avoir comme documentation à partir de laquelle je vais écrire un article, ou à l'intelligence artificielle générative en lui disant « fais-moi un article sur l'influence de la nuit polaire sur le psychisme des lapons ». Voilà, bon, sur ce point. Oui. Mais peut-être pour résumer en 2 mots comment marche le label, en fait, l'IA générative permet de créer. Créer, enfin, on appelle créer, mais c'est pas vraiment créer. C'est l'humain qui crée, mais employons ce terme. L'IA générative permet de créer. Donc, le label permet à chaque auteur qui labellise une œuvre de dire qu'il n'a pas utilisé d'IA à sa place dans le processus créatif. Ça veut dire qu'il peut utiliser tous les outils qui sont à la pointe de la science et de la technologie comme outils après pour créer son œuvre. Nous, on ne porte pas de jugement sur la manière, enfin, sur ce qui est créé. Ce qui est important aussi, c'est que chaque auteur labellise ses œuvres. Donc, il y a des œuvres qu'il peut choisir de ne pas labelliser. Il peut avoir une pratique où il utilise l'IA générative parce que c'est intéressant pour lui, et une autre partie de son œuvre où il labellise des œuvres où ce sera lui qui aura créé. C'est important d'avoir cette distinction. Oui, ça c'est dans votre manifeste, c'est-à-dire que l'utilisation de l'intelligence artificielle, vous dites comme outil ponctuel d'assistance est permise, et donc est-ce que vous avez défini des limites à cette utilisation, et qu'est-ce qui vous a poussé à la permettre, enfin à faire en sorte qu'elle soit compatible avec votre démarche générale? C'est simplement par pragmatisme. L'IA, elle est partout. Donc, si on dit aux gens, si vous voulez mettre le label, vous n'utilisez aucune IA nulle part, à part quelques personnes, ça va être très compliqué, parce qu'évidemment, il y a l'ordinateur, il y a Photoshop, il y a le téléphone, il y a 50 millions de trucs. Quand on fait une recherche pour écrire un texte, on peut aussi utiliser éventuellement de l'IA pour faire une bibliographie, pour aller chercher les livres qui concernent un certain nombre de questions. Il y a plein de tâches qui sont très utiles à faire avec l'IA. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la création même, la création pure. C'est ce qu'on essaie de protéger. Oui, et il faut voir aussi ce qui est central dans l'œuvre, qui relève de la création, et ce qui est marginal, et qui relève de la mise en œuvre. Et c'est ça qui est important aussi. Après, on sait très bien que l'IA va très vite, que les possibilités offertes évoluent tous les jours, et on est prêt aussi, nous, à évoluer avec la doctrine et à se reposer la question à chaque fois que le cas nous sera soumis par des gens qui sont intéressés par notre démarche. Pascal Klein, vous êtes créateur de BD, on a parlé tout à l'heure de la BD qui a été au point de départ de cette prise de conscience pour vous. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de votre propre démarche avec éventuellement une utilisation partielle de l'intelligence artificielle, celle qui n'est pas générative, soit dans le travail que vous préparez en ce moment, de ce que je ne connais pas, soit dans d'autres travaux que vous avez observés? Oui, par exemple, je peux vous dire que là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet de long métrage qu'on est en train de financer, là, qui est assez avancé. Alors moi, je suis auteur, réalisateur, donc j'écris le scénario et je réalise. Dans un travail de préparation de film, on fait ce qu'on appelle des mood boards. Alors, les mood boards, on peut travailler avec quelqu'un qui nous les fait, ou moi, je les fais en général moi-même. Alors, un mood board, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de représentation d'une ambiance, d'un lieu, de personnages sur une image qui permettent de nous donner un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler le film. Par exemple, moi, mon film, il y a une scène qui se passe dans un parking sous un immeuble. Eh ben, je peux très bien avoir une scène avec des gens en train de mettre un corps dans le coffre d'une voiture, et on voit des lumières un peu de néon qui avec un effet un peu blanchâtre, un peu cru. Voilà, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui se dégage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un mood board. Et ben moi, le mood board, aujourd'hui, je peux faire des tests avec l'IA. C'est pas un travail artistique, c'est pour me donner une idée, c'est un outil technique. Après, on peut pousser ça beaucoup plus loin, je vous expliquerai après. Mais en tout cas, ça permet, moi, très rapidement, d'avoir, avec certaines données, je peux vraiment voir quelque chose de très concret par rapport à ce que j'ai en tête. Maintenant, cet outil, ce résultat, je peux aussi le montrer aux gens avec qui je travaille pour avoir, je peux m'en parler au directeur photo, je peux en parler au producteur, etc. On peut, ou au co-réalisateur, parce que là, en l'occurrence, c'est un
film que je vais co-réaliser avec Michael Pizio. Donc, c'est un outil qui est extrêmement précieux. C'est une des utilisations. Après, on peut le pousser un peu plus loin, mais je veux dire, la question, c'est toujours qu'est-ce que va remplacer le travail qu'on fait avec une IA. Par exemple, je pourrais faire un storyboard. Le storyboard, c'est les plans qui sont dessinés pour donner une indication. C'est quelque chose qui sert au moment du tournage pour toute l'équipe technique notamment, de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Alors, est-ce qu'on va faire un plan rapproché, est-ce qu'on va faire un plan en plongée, etc. Donc ça, il existe donc des gens dont c'est le métier d'être storyboarder. Alors je peux soit décider de le faire avec une IA, mais du coup, je me coupe du point de vue de l'expérience, de la sensibilité humaine, c'est important, d'une personne dont c'est le métier. Alors, la tendance, effectivement, c'est de réduire les coûts et donc tout ce qu'on peut faire sauter, on le fait sauter. Mais je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Moi, ce qui m'intéresse quand je fais un film, c'est de faire un film avec d'autres personnes qui ont leur vision, qui ont leur talent, qui ont leur qualité artistique ou technique et de mettre tout ça en commun. Si je travaille avec l'IA, tout ça disparaît, quoi. Je pense que vous avez touché là ce qui donne l'angle le plus clair sur votre démarche, celle de la fabrication humaine, pour laquelle je vous ai donc reçu pour ce premier entretien. Nous allons en avoir un second qui sera diffusé la semaine prochaine. Et donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la continuation de notre exploration de votre travail autour de la résistance ou de la maîtrise, vous me direz quel est le terme qui vous convient le mieux, à l'intelligence artificielle.